Je voulais remercier Carole de m'avoir demandé de parler. C'est pas facile pour moi et c'était pas facile pour moi d'écrire ce que j'ai écrit par rapport à ma rencontre avec Claude. La rencontre de Claude, c'est une histoire commencée en 2010, il y a 6 ans déjà, lorsque je rencontrais pour la première fois Carole lors de ma première exposition au Conseil d'Europe. Carole qui est revenue vers moi en 2012 pour me demander d'illustrer des fiches pédagogiques sur les différentes victimes du nazisme. Et Carole qui m'a permis ensuite de continuer à transmettre les mémoires individuelles en peignant des portraits de rescapés, de justes, lors des colloques du Conseil d'Europe. Et c'est alors que je rencontrais Claude. J'en avais déjà entendu parler par mon mari, puisqu'il était l'un des partenaires assidus de ma belle-mère au bridge. C'est d'abord lors d'un colloque où Claude accompagnait Carole que je découvrais l'autre face de Claude. Claude n'était pas que bridgeur. Si je devais résumer Claude en quelques mots, je dirais un homme sensible, curieux, émerveillé, avide de savoir, de culture, de Yiddishkeit, de rencontres vraies. Un homme insatiable. C'était derrière son grand chapeau un artiste, tout en sensibilité, si attachant, si touchant, les émotions à fleur de peau, sensible à l'art, sensible à la culture juive, sensible à la beauté du monde et sensible à l'humain. Je me souviens surtout de Claude en octobre 2014, lors de notre dernier voyage en Pologne. À Cracovie, il voulait tout voir, tout savoir, tout visiter, ne rien rater. Et pourtant, il était déjà à ce moment-là fatigué. Je me souviens de sa joie lors de la soirée Yiddish Klezmer dans un restaurant typique de cuisine juive à Kazimierz, le quartier juif de Cracovie. Je me souviens de lui aussi lors de la visite à Auschwitz, où il assaillit la guide de questions comme s'il voulait tout savoir, pour tenter de comprendre l'incompréhensible, l'impensable. Je me souviens aussi combien il a été rassuré lorsqu'à Varsovie, j'appelais Nadine Lechter pour un avis thérapeutique et que j'allais dans une pharmacie le même soir pour acheter ce que Nadine avait prescrit. On sentait en lui un être anxieux, plein de questions, mais surtout avide de réponses. Peut-être toutes les questions qu'il s'était posées enfant lorsqu'il avait été placé et séparé des siens pour lui éviter la mort, pour le mettre à l'abri, pour qu'il puisse vivre, car désigné pour la mort comme tous les enfants juifs. Ce temps où il avait dû faire comme s'il était grand, alors qu'il se sentait encore petit. Ce moment où il se sentait seul, sans savoir combien de temps durerait la séparation d'avec ses parents et ses sœurs, lui qui était à Lyon, alors que les autres étaient à Limoges, lui qui n'était plus Claude Lévy, le petit garçon juif, mais Claude Lévis, cet enfant placé en établissement catholique, plongé dans un univers inconnu, lui qui n'avait plus ses parents, mais qui avait un ami, comme il nommait son père dans ses courriers. Ce temps où plus rien n'était à sa place, où tout était flou, tout était insécurité. Ce temps où la vie était mensonge, faux semblant, silence et non-dit. Et toutes les réponses qu'on avait pu alors lui donner. Allait-il revoir un jour ses parents? Allait-il vivre? Allait-il mourir? Allait-il pouvoir redevenir lui-même et redevenir juif? Ou allait-il rester définitivement un autre? Ce temps où il avait dû avoir si peur de ne pas avoir le temps de connaître la vie, de connaître le monde, peur qu'on vienne lui arracher sa vie ou celle de ses parents. Cette peur, cette angoisse dont souffrent les enfants juifs cachés. Je me souviens aussi du plaisir de Claude à retrouver des plats de cuisine juive ou judéo-alsacienne, ces plats de tradition qui le rassuraient, peut-être qui éloignaient les souvenirs de ces temps où, caché en milieu chrétien, il avait dû accepter de vivre en masquant ses racines familiales et juives. À ses côtés, Carole, qui lui vouait sa vie, comme elle l'a voué à la transmission de la Shoah au Conseil de l'Europe. Carole qui, dans ses fonctions, mentionnait régulièrement Claude et son enfance cachée dans ses interventions dans les colloques, sa mémoire traumatique d'enfant caché.
mais aussi Carole, qui par amour, par respect, tentait de lui offrir tout ce dont il avait rêvé, tout ce qui lui avait tant manqué dans ses années d'enfant juif caché, la sécurité, le rassurement, le soutien sans faille, la patience, l'écoute, la tendresse. Elle lui offrait tout cela dans un lien fusionnel où cependant chacun d'eux trouvait sa place. Si Carole vivait sa vie au Conseil de l'Europe, les fins d'après-midi et les soirées, elle entourait Claude. Claude dormait les matins et attendait Carole. Aux côtés de Claude, des piles de journaux, des piles de livres à lire, car jour et nuit, Claude vivait ses passions, des lectures, des films pour connaître, pour savoir, pour découvrir sans limite, comme si la vie allait s'arrêter trop vite, comme si le temps allait lui manquer, comme s'il fallait rattraper un temps perdu, quelque chose d'indéfinissable qui lui avait manqué, comme s'il fallait peut-être remplir le temps aussi pour ne pas laisser les angoisses du passé envahir sa vie. Carole était tout pour lui. Sa femme, sa fille, sa mère. Carole, c'était sa fierté, celle qui transmettait la mémoire de la Shoah et qui se battait pour qu'on n'oublie pas et qui continue à se battre pour ne plus jamais ça. Carole devait être parfaite. C'est avec amour qu'il choisissait ses tenues, les couleurs, comme l'artisan et l'artiste qu'il était dans son métier d'architecte d'intérieur et de tapissier qui marie tissu et couleurs. Carole, c'était aussi celle qu'il protégeait quand elle avait peur en Israël des alertes et des bombes. Mais Carole, c'était aussi celle qui le protégeait, en le chérissant, en le soignant, en lui préparant ses repas, en le soutenant dans ses multiples collections qui renvoyaient peut-être aux jouets d'enfants qu'il n'avait pas eus. Oui, car Claude, comme un enfant, s'émerveillait, accumulait, collectionnait éléphants, cygnes, timbres, petites boîtes, toupies, aussi les toupies, ces objets de Pourim qui disent notre destin. 2 valises à l'aller d'un voyage, 4 valises au retour, pleines de tous les souvenirs, comme pour rattraper ce temps où il avait été déposé sans bagage dans l'établissement où on l'avait placé, pour le cacher et lui éviter la mort. Garder des souvenirs, s'en remplir, souvenir des lieux, souvenir des rencontres, pour celui qui enfant s'était senti si seul. Carole, c'était aussi celle qui l'emmenait dans ses voyages pour lui faire découvrir la Shoah et la culture juive dans toute l'Europe, mais aussi la Shoah et la culture juive dans le reste du monde. Quand à peine de retour, il pensait déjà au voyage suivant, comme dans une nécessité permanente de bouger, de découvrir du neuf, une frénésie de vie, comme si ne pas bouger, c'était mourir un peu. Le petit-neveu de Claude, qui est né un 28 septembre également, de dévoiler le tableau. Ce portrait de Claude, c'était un projet que j'avais déjà imaginé et discuté avec Carole et Claude. En effet, quelques mois avant sa disparition, j'avais proposé de le peindre pour partager son histoire d'enfant caché avec des enfants dans les écoles où j'interviens. Je voulais, à travers son visage d'enfant caché et son visage à lui adulte, son livre et les lettres échangées avec sa famille pendant la guerre, faire ressentir aux enfants le traumatisme d'un enfant caché. Ce traumatisme qu'on a tant tardé à reconnaître, qui fut longtemps ignoré, puisque l'enfant caché fut si longtemps considéré comme ayant eu la chance d'avoir survécu, lui, face aux 1,5 million d'enfants exterminés pendant la Shoah. J'attendais que Claude choisisse la photo, qu'il souhaitait que je travaille pour en faire un portrait peint à l'huile sur béton pour l'associer aux autres victimes de la Shoah, dont j'essaie de transmettre l'humanité pour prolonger leur vie et m'opposer à leur oubli. Claude est maintenant parti. Mais par ce portrait, il est encore là, un petit peu. Lui, l'homme, mais lui aussi l'enfant caché, comme pour nous transmettre l'importance et la richesse de la vie qui s'oppose à la mort, pour nous transmettre son humanité et son amour des hommes qui s'opposent à l'inhumain et à la barbarie.
Jean va clore cette partie de l'hommage à Claude. Jean est notre petit filleul qui avait une relation très fusionnelle et étroite avec Claude. Il a passé beaucoup de temps avec lui et il va vous en parler à sa manière. Je vais vous lire un texte écrit par Jean Ferrat que j'ai récité à Claude il y a 5 ans pour son anniversaire. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons tombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leur dé avait été jeté. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. Certains ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne que vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si courtes. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit par les ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Je pense à toi très fort et à nos moments passés ensemble, que t'aimes fort.